Allez, on se lance. C'est parti. Donc Fabien, merci de nous accueillir. Merci pour ton temps à l'hôtel Sainte-Barbe. En plus, c'est un peu à la maison. Ouais, je suis chez moi là. Non, c'est un hôtel que j'apprécie énormément. Venir prendre un petit dîner, un petit café avec ma femme, à chaque fois qu'on vient se ressourcer un peu en Bretagne. On est content, on a une vue magnifique et on a ramené le soleil. C'est clair. Et alors, avant toute chose, félicitations pour l'heureuse nouvelle qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. Là, la famille Causeur s'agrandit. La famille Causeur s'agrandit, j'attends un petit garçon. En plus. Voilà, le choix du roi, comme on dit. Non, vraiment très, très heureux, et vraiment très excité de découvrir commencer une nouvelle histoire avec un bébé en plus. Et puis voilà, agrandir la famille, c'est toujours un plaisir pour tout le monde. Ouais, puis en plus, tu auras l'occasion de voir que c'est plus du 2 contre 1, c'est du 2 contre 2 là. Ouais, c'est exactement ça. On m'a dit qu'il y a un énorme changement entre avoir un et avoir deux. Mais bon, j'ai vraiment très hâte. Je prends énormément de plaisir avec ma petite fille et je suis sûr que ça sera de même avec le petit garçon. Donc forcément, la première question va être un peu faussée. C'est le classique chez Upset, c'est comment ça va? Tout va bien, c'est les vacances, donc on va dire que tout va bien. Bon, voilà, comme tous les étés, c'est le moment de se ressourcer. Mais en même temps, j'ai vraiment beaucoup de mal à déconnecter. Souvent en fin de saison, que ça finisse avec un titre ou avec une défaite, il y a toujours des choses à améliorer, il y a toujours des leçons à tirer un peu de la saison et surtout qu'en fait on n'a pas beaucoup de temps de vraiment déconnecter car quand la saison se finit, il y a déjà des signatures la semaine d'après. Le Barça se renforce, le Madrid se renforce, les Olympiakos, enfin voilà, on repart tout de suite dans un stress un peu mental. On essaie de déconnecter, on déconnecte parce qu'on va à la plage, on fait autre chose, des choses différentes, mais d'un autre côté, on se dit que la saison prochaine va être encore plus dure parce que chaque année, on pense comme ça en fait, on se dit qu'elle va être plus dure. Ok, du coup, on va revenir un petit peu sur celle qui vient de se terminer. Tu as décroché avec le Real une seconde Euroleague. Avec un peu de recul, est-ce que tu réalises maintenant cette performance? Ouais, je l'ai réalisé. Maintenant, ouais, je l'ai réalisé parce qu'on en a parlé tellement, j'en ai parlé tellement avec des amis, avec la famille là, pendant ce break que j'ai cet été. En fait, je me dis que c'est incroyable qu'on ait gagné ce titre, dans le sens où j'ai toujours pensé depuis le début de la saison qu'on avait une très très bonne équipe, on avait tout pour gagner. Mais il y a un moment dans la saison où je me suis dit, on n'a pas ce qu'il faut cette année en fait. Je me suis dit qu'on perdait beaucoup de matchs importants. On était très constant dans gagner des matchs, mais chaque match où c'était un adversaire vraiment coriace, vraiment avec qui on jouait quelque chose d'important, on ne le gagnait pas. La Coupe du Roi en plus m'a fait encore plus douter parce que je trouvais que en étant le Real Madrid, avec tout le respect que j'ai pour Malaga, d'ailleurs le coach c'est un très bon ami à moi qui était à mon mariage et j'étais très content pour lui, mais dans notre sens je me dis en étant le Real Madrid on ne peut pas perdre contre Malaga en demi-finale, sachant qu'il venait de battre le Barça. Quand tu vois le Barça qui se fait sortir, tu dois te dire attention, c'est pas un coup de chance, c'est une équipe très sérieuse. Et il n'y avait rien à faire. Ils sont passés au-dessus de nous en tant qu'intensité, l'adresse, etc. Et il n'y avait rien à dire sur ce match-là. Et ça m'a fait vraiment un peu douter sur savoir si notre équipe cette année, elle avait le potentiel d'aller chercher une Euroleague, d'aller chercher le championnat. Et j'ai un peu douté à ce moment-là. Ensuite, il s'est passé les playoffs, où on est 0-2 à la maison. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui faisaient à dire que notre saison allait peut-être s'écrouler un peu plus tôt que prévu. Et voilà, pour ça que je réalise à quel point c'était incroyable de revenir, réussir à faire une remontada comme on l'a fait en gagnant 2 matchs à Belgrade, le 3e à la maison en perdant de 15 points à la mi-temps, ou 17 je crois que c'était, plus être derrière contre le Barça en demi et contre l'Olympiakos à 2 minutes de la fin, aux 3 minutes à -7. C'était un scénario, c'est un scénario de film en fait. Donc évidemment quand tu gagnes et que tout te sourit à ce point-là, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai vraiment hâte d'ailleurs de voir le documentaire qu'a préparé le Real parce qu'ils en ont préparé un. Certainement ça va donner beaucoup d'émotions, mais voilà, la conclusion c'est ça, c'est que c'est certainement le titre le plus inespéré de ma carrière. Et tu as parlé de saison compliquée, et qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé avec l'apport des nouveaux joueurs. Est-ce que c'est ton temps de jeu, ton utilisation? Est-ce que ça a été justement la saison du Real Madrid de manière générale? Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi cette saison? Le plus compliqué, ça a été pour mon ego cette année. Honnêtement, je suis pas quelqu'un qui a toujours mis son ego en avant. Justement, je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui j'ai jamais rien dit, toujours travaillé, resté dans mes routines et essayer de donner le meilleur de moi-même à chaque match. Mais c'est vrai qu'après la saison d'avant où j'avais eu un très gros impact sur l'équipe, je jouais beaucoup. En fait, j'étais comme un poisson dans l'eau. Cette année, il y a eu des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Ça a rajeuni un petit peu le groupe avec Moussa et Sonia. Bon, Moussa concrètement parce que c'est sur mon poste directement. Et c'est vrai que mon temps de jeu a été tronché très rapidement et j'ai eu un peu du mal pas à l'accepter, mais à l'accepter directement, on va dire à l'accepter.
pas envers lui, mais envers moi-même. Je me suis dit, c'est vrai que j'ai 35 ans, maintenant j'en ai 36, mais à 35 ans, il faut accepter que les plus jeunes arrivent, tu les épaules, tu les aides à avancer. C'est ce qui s'est passé durant la saison, mais c'est vrai qu'au début, je me suis dit, ah, c'est dur quand même de passer d'être titulaire, jouer beaucoup de temps de jeu, et d'un coup, il y a un nouveau qui arrive qui prend ta place. C'est comme ça, c'est le sport, mais c'est vrai que c'est ce qui a été un peu dur, parce que mon temps de jeu était en dents de scie toute la saison. Euh, et voilà, je pense que c'est mon ego qui en a pris un peu dessus. Maintenant, je me rappelle d'avoir eu des discussions avec mon agent et tout ça. Est-ce que c'était le moment de partir? Est-ce qu'il fallait vraiment rester au Real Madrid, etc. Mais après, toutes les conclusions ont toujours été les mêmes. C'est mon rêve, c'est de prendre ma retraite en portant le maillot du Real. Et c'est encore plus de... quand on a gagné l'Euroleague, je me suis dit, tu ne pouvais pas passer à côté de ça. C'était quelque chose d'exceptionnel. Et en plus d'avoir eu un rôle sur cette finale et d'avoir eu un rôle sur cette Euroleague, ouais, c'est la cerise sur le gâteau pour une saison qui était un peu mitigée. En fin de compte, je suis très content de la saison, même si derrière on ne gagne pas la Liga. Je pense que voilà, j'aurais signé les papiers en début de saison pour dire champion d'Europe avec le Real. Complètement. Mais d'ailleurs, justement, tu parles de la finale, tu as quand même encore une fois mis la cape de super-héros parce que tu as 3 tirs ultra clutch notamment. Qu'est-ce qui fait que tu arrives justement dans une situation où ton jeu va pas forcément être idéal, que ton ego en a pris un coup? Comment tu fais pour te conditionner et être là? Parce que sur le match, sur le fil du match, si tu regardes bien, c'est soit toi qui recolle suite à un tir derrière de Slukas ou de Vezenkov, soit toi qui vas justement en remettre un pour remettre un coup de butoir suite à un jeu en transition du Real. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à te conditionner comme ça malgré tout pour être présent? C'est un peu l'histoire de ma carrière en fait. Là, les gens se rappellent évidemment ce qui était le plus présent, c'est ce match-là. Mais tout au long de ma carrière, c'était un peu ça. Je me rappelle en tant que joueur à Cholet, quand on gagne le titre, ou même l'année d'après, on perd en finale contre Nancy. J'avais pas joué, je revenais d'une blessure de 4 mois d'arrêt et j'arrive sur la finale et je mets 16 points. Enfin, j'ai toujours été prêt pour ces moments-là. Je sais pas l'adrénaline qui fait ça, mais j'arrive à me doser, on va dire, entre avoir l'adrénaline au maximum, mais rester calme et savoir qu'il faut prendre les bons choix à ces moments-là, parce que tu fais un ou deux mauvais choix sur une finale, tu finis sur le banc rapidement par rapport aux rotations du coach, les erreurs, voilà. Donc essayer vraiment, je suis quelqu'un qui fait des routines toute l'année. Enfin, les assistants coach pourraient en témoigner. Je reste après tous les entraînements faire les mêmes rituels en fonction du jour. J'ai toujours des petits exercices pour moi, des choses qui vont me mettre en condition pour arriver au match de la meilleure manière possible. Et on va dire que quand ces matchs-là arrivent, la concentration augmente et le fait d'avoir cette routine-là, j'arrive en confiance sur ces matchs-là en fait. Le seul doute qu'il y a toujours, c'est le temps de jeu, c'est savoir quand est-ce qu'on va te mettre sur le terrain, quand est-ce qu'on va pas te mettre sur le terrain. Je vais t'avouer que quand dans le troisième quart-temps, l'Olympiakos s'écarte un peu, ils partent à plus 8, plus 12, et que j'avais été bien en première mi-temps, je me dis qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va me remettre ou pas? Parce que je ne savais pas en fait, parce que pendant l'année, ça arrivait plusieurs fois que j'ai été bon en première mi-temps et j'ai pas joué en deuxième. Et je me suis dit, bon, à un moment donné, il va quand même m'essayer. Il m'a d'ailleurs mis sur le banc de changement, et Nigel Goss met 5 points de rente. Donc il me dit non, reviens. C'était un bon choix, il avait de mettre 5 points, c'est tout à fait légitime. Mais c'est vrai que tu as envie de participer, d'avoir un rôle sur ces matchs-là. Et c'est vrai que je suis là pour ça, on va dire. J'aurais pas fait. Ça va être ma 7e année au Real, je serais pas resté autant de temps dans un club aussi prestigieux où vraiment c'est la culture de la gagne qui fait que je reste là. Et je pense que justement, on me valorise pour ces matchs-là. Et des joueurs comme ça, tu en as toujours besoin dans ton équipe pour lever des titres. Et je reviens, tu parles de préparation mentale, beaucoup, toi, notamment dans les dernières interviews que j'ai pu voir. Est-ce que tu parles de routine aussi est-ce que tu te conditionnes? Est-ce que tu as. On voit pas mal de joueurs professionnels qui le font, qui se tournent beaucoup vers ça, dans d'autres sports, sport US notamment, tout ce qui est préparation mentale, conditioning pour aider le cerveau aussi à connecter différemment sur ces temps de fort stress. Est-ce que toi, tu as autre chose que juste la pratique, les routines comme ça que tu installes? Pas vraiment, j'ai pas de préparateur mental, j'en ai jamais eu. Je parle beaucoup à ma femme, dans des bons moments ou dans des mauvais moments. Je pense que c'est elle qui m'aide énormément à me doser, à pas partir dans l'excès, que ce soit l'euphorie pour une victoire très importante ou dans les coups de fouet dans le dos si je joue mal. Elle a toujours, ça fait 7 ans qu'on est ensemble, donc elle m'a pas connu au début de carrière, mais elle a vite compris la personne que j'ai été, mon tempérament et tout ça. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui est comme ça. J'ai des très hauts et des très bas au niveau mental, et elle m'aide beaucoup à ce niveau-là. Mais non, rien de spécial, mais vraiment les routines font que moi, je sois calme en fait pour ces moments-là, même si des fois il y a
après un panier, il y a une célébration où on crie et tout ça. Ça, c'est un truc qui sort sur le moment et juste après, on redescend. Enfin, ça serait intéressant d'ailleurs de suivre un peu les joueurs professionnels au niveau, pas seulement du cœur, mais au niveau mental, si c'était possible, de mesurer comment on monte vraiment sur un super point et derrière, on réussit à se concentrer. Et moi, j'admire énormément les joueurs de tennis pour ça. Et je trouve ça tellement dur pour eux d'être tout seuls déjà. Ils ont leur coach, mais il n'y a pas vraiment de dialogue pendant le match. Et ils arrivent de passer à gagner un set, derrière se faire rouler dessus, se reconcentrer. Et chaque point est vraiment super important. Et je pense que leur préparation mentale, eux, c'est vraiment l'extrême à ce niveau-là. Et c'est quelque chose que j'essaie de prendre un peu pour moi me préparer. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose que je sens que je maîtrise pour mon sport. Par exemple, je ne maîtrise pas pour autre chose. Mais vraiment, dans mon sport, j'ai cette confiance et cette plaisance qui fait que j'arrive à être bien dans ces moments-là. Et tu parles du sport individuel, du coup, tu estimes aussi que cette confiance en toi, elle vient aussi du collectif qui est autour? Ouais, ça c'est sûr et certain. C'est pas la même chose de jouer, savoir que tu vas jouer 35 minutes et que ta performance va vraiment influencer le match d'une manière ou d'une autre. Moi au Real, alors je le dis souvent aussi qu'il n'y a personne qui m'a offert un titre en fait. J'ai pas eu une seule finale où j'ai mal joué, parce que c'est arrivé plein de fois que je joue mal, et qu'on gagne. En fait, je me suis dit, on m'a jamais rien offert, il a toujours fallu que je joue bien. Mais par contre, pendant la saison, il y a plein de fois où je suis passé à côté complètement et j'ai mes coéquipiers qui sont des superstars et qui vont te faire gagner. Et tu te dis, bon ben, ça te donne toi aussi la confiance de dire, le prochain match c'est dans 2 jours. Donc t'oublies, on passe à autre chose, c'est fini. Donc tu te morfonds pas sur toi-même et voilà. Alors que je me rappelle par exemple quand j'étais encore en proie et que je jouais des 30-35 minutes, si je performais pas, l'équipe ça suivit pas quoi. Donc avec tout le respect évidemment que j'ai pour mes anciens coéquipiers, mais c'était un peu comme ça, que ce soit moi ou un autre joueur qui jouait 30-35 minutes. Donc c'est vrai que c'est plus facile. Ça aide d'avoir des gars à côté de toi comme Yul, Rodriguez, Fernandez, Luka Doncic, Capasso, enfin Tavares. C'est des mecs qui te font gagner les matchs. Mais c'est vrai que pour l'instant sur des finales, pour un bien et pour un mal, parce que ça me fait aussi à moi me mettre en lumière aussi, montrer que quand je joue bien, l'équipe gagne. C'est vrai que c'est pas encore arrivé et je suis pas sûr que ça arrivera. Et justement, tu parles de Sergio, Rudy, Rodriguez et compagnie. Vous avez fait un pari entre eux pour savoir quel était le plus clutch, parce que très honnêtement, c'est une marque de fabrique. Quand on prend n'importe lequel d'entre vous, c'est vraiment cette capacité à être clutch dans les moments importants en fait. Le plus clutch, c'est le lieu là. C'est vrai. Ça dépend ce que tu veux. Ouais, non. Si on va parler de shoot, ça va être Liul, c'est sûr et certain. Mais j'ai vu par rapport, pas justement sur le dernier shoot, mais il en a mis tellement. Il en a raté beaucoup. Ça fait 7 ans que je joue avec lui. Je l'ai vu rater plein de shoots en fin de match, etc. Et lui-même te le dira, j'en ai raté beaucoup plus que j'en ai mis. Mais il a jamais peur, il va jamais se cacher pour prendre un shoot. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Il y a plein de joueurs qui voient une trappe arriver ou il va faire en sorte lui de pousser le ballon pour pouvoir shooter, même déséquilibré. Il va donner la responsabilité à personne d'autre. Il se dit c'est mon papier, c'est à moi de faire, c'est à moi de prendre ce shoot là. Mais à côté de ça, par contre, j'ai vu Tchatcho en faisant des passes ou Rudy avec une super défense, une interception ou un rebond, te faire gagner le match. Enfin, des trucs vraiment importants. Mais ouais, non, je mettrais quand même Sergi un petit peu au-dessus parce que faut avoir des cojones quand même de mettre ces shoots là. Ouais, parce que là, quand il arrive, il a 0 point en finale. C'est son premier panier. Il arrive, il a Mousfal qui est devant lui. Ouais. Et ça fait gagner le match en fait. Et là, tu le vois dedans ou... Je le vois dedans parce que je le vois dedans, mais genre même pas une demi-seconde avant parce que je vais au rebond. Je vais sur le rebond off. Il y a Makisik qui me bloque, mais je vois l'arc qu'il a pris. Et en fait, c'est un shoot que j'ai vu tellement de fois rentrer, que ça soit en entraînement ou un match. Et ouais, moi je vais le dire quand même, mais c'est son shoot en fait. Si vous devez défendre sur Liul, sur le dernier shoot, il va faire un dribble main droite pour prendre le shoot en déséquilibre. Il est beaucoup plus à l'aise sur ce côté-là que sur le côté gauche. Et ça, je pense que c'était une petite erreur de l'Olympiakos, même s'ils ont confié en Mustapha de défendre sur le dernier shoot parce qu'il est très grand et il est mobile. Et on voit si Sergi ne lâche pas rapidement la bomba, il se fait contrer. Mais il fallait essayer d'envoyer à gauche, je pense. C'est mon avis après. Ça se trouve, il l'aurait mis aussi, hein, mais je pense que vraiment c'est un shoot. On dirait qu'il l'a gêné énormément, mais il n'a pas gêné tant que ça, je pense. Parce que fallait là, il est présent, il a vraiment la main devant, et pourtant la cloche part bien. Mais tu vois que c'est pas un shoot, comment elle rentre et tout ça, et même tu le vois, il finit vite, mais ça c'est les shooters, on voit quand le timing en fait. Il le savait. Je pense que son dribble n'a pas été déséquilibré. Je pense que c'était ça. Il y a eu beaucoup de comparaisons, la photo de Jordan qui shoot avec le sien à côté. Bon, c'est évidemment un autre moment, un autre personnage, mais ça a été vraiment, c'est le shoot de sa carrière directement. Même s'il en a mis énormément pour gagner des matchs, celui-ci pour gagner une Euroleague, tu peux
peux pas faire mieux, quoi. Donc pour toi, ce titre-là en particulier, c'est le plus beau. Pour nous, c'est le plus dur que tu aies pu même avoir toi dans ta carrière. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Qu'est-ce qui en fait le plus beau? Parce que tu l'as dit, je crois, en commentaire, en réponse à un commentaire à l'issue du match. Ouais. Qu'est-ce qui fait que c'est le plus beau? C'est le plus beau parce que, comme je te dis un peu avant, c'est le plus inespéré. C'est l'histoire, en fait. En fait, le match 2 qui finit avec la bagarre avec l'équipe, moi j'étais à la maison parce que j'étais en grippe A, j'étais malade, j'avais 39 de fièvre. J'allais couper la télé parce que j'étais évidemment énervé pour le résultat, pas pour mes coéquipiers, mais pour le résultat. Et puis surtout qu'on venait d'en prendre 20 à la maison devant nos fans, quoi. Et je vois la bagarre et je dis mais jamais on remonte ça. Là, j'imagine pas comment est le vestiaire derrière, la frustration, les têtes qui regardent le sol. Enfin, je dis jamais on va remonter ça. Et le jour d'après, donc je vais à la salle et tout ça, et je vois évidemment tout le monde est comme si en fait c'est vraiment c'est comme tu avais une gueule de bois mais sans être sorti, quoi. Je veux dire, mentalement t'es effondré, donc je voyais que tout le monde était vraiment pas bien. Je dis bon, en plus il fallait à Belgrade après une baston avec 16 000 Serbes là-bas qui t'attendent. Bon, ben on verra bien, quoi. Et en fin de compte, je pense que c'est ce match 3 qui est clé dans notre saison, hein. Le match 3, on perd de 15 points dans le premier quart-temps. On se dit, tu te dis, c'est bon, ça va en prendre 30. Et tu as des gars qui rentrent en rythme, tu as Nigel Williams-Goss qui rentre en rythme, tu as Moussa qui fait un bon match là-bas, et Sonia qui prend 15 rebonds, si je ne me trompe pas, et tu as Brest qui est monstrueux. Et on vole ce match-là, en fait, parce qu'on se dit, on est derrière, on fait un match de traînard tout le match, et Goss met un shoot super clutch, un step back à 30 secondes de la fin, je crois, ou 15 secondes de la fin, et 2-1. Et là, on va dans le vestiaire, et tout de suite, tu entendais, we can do it, tu vois, on peut le faire, les gars. Je crois, c'est eux qui, maintenant, la pression, elle est sur eux. Si on gagne, on va chez nous, on va gagner. Bon, match 4, on le chope aussi, mais on a Deck qui se pète le ménisque. Donc, bon, il n'y aura pas Gershon, il n'y aura pas Gabi, donc le poste 4, il n'y a personne. Il y a Ezonia qui va jouer 40 minutes. Bon, et puis on est encore à moins 15 à la mi-temps. Enfin, voilà. Et c'est les vieux les trois vieux, hein, Rudy, Liul et Tchatcho qui nous remettent dedans. Tchatcho fait un match extraordinaire. Enfin, voilà, ça a été comme ça, en fait. J'ai l'impression que tous les matchs qu'on a perdu d'1 ou 2 points pendant la saison, où je te disais, on va pas gagner cette année parce qu'on ne gagne pas ces matchs-là, et ben on a gagné 5 de rang comme ça. Vraiment, en étant derrière, en enchaînant, en réussissant à gagner au dernier moment. Et voilà, ça montre à quel point la confiance dans le sport, c'est un facteur ultra important. C'est que là, on a commencé à être sur la vague et on est arrivé au Final Four, on perdait contre le Barça, on était tranquille. Dans notre tête, on était là, tranquille les gars, petit à petit, on va les avoir. Et c'est ce qui s'est passé une fois de plus. Et en finale contre Olympiakos, c'est la même chose. Tranquille, on va y arriver. Et c'est grâce à cette série contre le Partizan, clairement. Et il y a eu des discussions parce que, comme tu disais, tu arrives, tu as 16 000 Serbes qui t'attendent là-bas. Vous avez pris dérouillé la bagarre, ça a été mal perçu. En plus, ils sortent, il y a eu des fusillades oui, match. Avec des jeunes. Ouais. Donc l'ambiance va être tendue. Est-ce que vous en avez parlé, vous perdez la moitié de l'effectif parce que, entre la bagarre et les blessures. Les blessures. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un événement qui a servi où vous vous êtes dit voilà, allez, c'est parti. Là, on va la chercher. On ne peut pas partir en ayant pris 2 fois le bouillon et en plus en ayant montré une mauvaise image du Real à la maison. On y va. On va chercher ce Game 3 et on va tout renverser. Et derrière, si on y arrive, plus rien ne nous arrête. Honnêtement, il y a eu 2 conversations. La première, c'était la veille donc, du match 2, après la bagarre, où le coach a pris l'équipe dans le vestiaire. Il y a eu une discussion entre coach, joueurs, etc., qui a duré une bonne demi-heure. Et je suis sorti de là et dans ma tête, je me suis dit, ouais, mais même avec ça, comme si c'était, on se forçait un petit peu. On disait, ouais, on va le faire, mais on n'y croyait pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu le sens quand il y a ces conversations-là, les regards des joueurs, l'attitude, tu le sens tout de suite. Et j'ai dit dans ma tête, parce que j'en ai fait beaucoup. Avec Pablo Lasso, ça arrivait aussi beaucoup quand on était dos au mur. Et tu sentais l'équipe, bon, ça va le faire, etc. Et là, honnêtement, je suis sorti de là, j'ai fait, oula, ça va vraiment être chaud quand même, quoi. On va essayer, évidemment, on essaye toujours de nous battre jusqu'au bout, etc. Mais voilà. Mais moi, je pense que ce qui s'est passé vraiment, ça a été à la mi-temps du match 3, quoi. Où là, j'ai vu, parce que moi, je jouais pas, j'étais pas encore revenu dans le groupe, mais j'étais du voyage. Et là, par contre, on est revenu dans le deuxième quart-temps presque à égalité. Et là, les gars, tu sentais tout de suite que la discussion, c'était pas la même, tu vois. Genre, c'était on peut le faire, là. Et tu voyais l'attitude des mecs, je pense que l'adrénaline et tout ça a aidé. Mais c'est comme on dit toujours, les mots, c'est une chose, les actes, c'est autre chose, quoi. Donc, et avec les actes, on a commencé à voir que les joueurs
certains prenaient confiance. On a commencé à y croire. Et voilà, je pense que ce match 3, comme je te dis, ça pivote complètement la série. Maintenant, je vais te dire une chose, je pense que s'ils avaient été au complet chez eux, et nous aussi, je pense qu'ils nous auraient battus quand même, parce qu'ils avaient un momentum incroyable. Punter était sur un nuage, il a été sur toute la série, et à ce moment-là, ils étaient meilleurs que nous. Maintenant, la série a changé à ce moment-là, et je ne vais pas nous décréditer du tout, au contraire. C'est vraiment, ce qu'on a fait, c'est quelque chose d'exceptionnel, et pour ça, que pour moi, c'est le plus beau titre de ma carrière. Pour Chus Mateo, c'est une première. Il a été beaucoup discrédité. On s'est posé beaucoup de questions, même nous, au sein de l'équipe, à Upset. Toi qui as vu en plus la transition entre Pablo Laso et lui, est-ce que tu peux nous parler un peu de lui, comment il vous a aidé à traverser notamment cette période de fin de saison, notamment avec la partie du Partizan, tous les playoffs, c'était une première pour lui, et il avait, j'ai l'impression, quand même beaucoup de médias contre lui. Et puis on a vu la fin de la conférence de fin de playoff avec Tavares qui était avec beaucoup d'émotion. Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui? Ouais, je pense ça n'a pas été une saison facile pour lui, même si c'est le job évidemment que tu ne peux pas refuser. Enfin, tu vas être l'opportunité d'être coach du Real Madrid. Je pense il y a eu une pression extra de la façon dont Pablo est sorti, son entrée. Parce qu'il faut savoir quand même que quand Pablo est parti, si je ne me trompe pas, c'est 11 saisons, 22 titres, si je ne dis pas de bêtises. Donc derrière, c'est pas facile de rentrer derrière ça. Ensuite, on l'a toujours eu nous comme assistant. Donc tu as le passé d'assistant, c'est plus du tout la même conversation, le même rôle avec ses joueurs. Donc même pour nous, ça a été un travail qu'il y avait à faire en fait. Pas d'accepter qu'il passe ce premier entraîneur, mais comment dire, de le voir d'une autre façon. Et en fait, il est quand même resté beaucoup sur les bases qu'on avait. Ensuite, il a mis évidemment sa petite patte pour changer des choses. Mais je pense qu'il a fait un travail énorme. Il a dû se faire un travail énorme sur lui aussi. Parce que comme je le dis, c'est une équipe qui n'est pas facile à coacher par la pression qu'il y a de la presse, les résultats du club, les joueurs, parce qu'on a tous un ego. C'est pas facile, hein, honnêtement. Moi, je le vis très bien avec mes coéquipiers et tout ça, mais je me dis en étant coach, ça doit être vraiment dur. C'est accepter que tel ou tel joueur joue plus ou moins, essayer de ne pas devoir donner des explications pour tout et rien, parce qu'après tu sors complètement de ton match aussi, etc. Donc ça doit être vraiment pas facile. Mais voilà, enfin même, j'ai une photo de lui quand on gagne le titre. Je l'ai parce qu'en fait, il y a Skloukas qui est allongé comme ça, où moi je suis comme ça en train de courir, et lui il est complètement figé, bloqué. Et je pense que c'est un peu... il ne réalisait pas en fait au début ce qui s'est passé. Comme un peu nous tous, mais on courait un peu comme... comment ils disent enfin, je sais pas, comme on était complètement... C'était abusé la sensation qu'on a eue. Mais derrière lui, il était complètement figé. La première chose qu'il a fait, je l'ai vu, il était très sérieux à aller donner la main. Enfin voilà, gentleman et tout ça. Mais je me suis dit, mais ouais, il ne se rend pas compte encore de ce qu'il a fait. Et il faut lui donner du crédit. La zone, c'est lui. C'était certainement la dernière cartouche. C'est ce que j'aurais fait en tant que coach aussi. Je me suis dit, il fallait changer quelque chose. Il a tenté de le faire. Et il a insisté parce qu'il y a beaucoup de gens qui font une zone et au bout d'1-2 minutes, ils mettent un panier, 2 paniers, ils arrêtent. Il a insisté, il est resté dedans. Il l'a même fait au deuxième match. On a perdu de 20 points. Il a commencé au troisième match. Et en fin de compte, ça a fini par payer. On a gagné comme ça un titre de champion d'Europe. Enfin, c'est dingue. Mais voilà, vraiment, il faut lui donner du crédit. Moi, c'est vrai que comme je te dis, hein, l'ego, pour moi, c'était un peu dur au début d'accepter. Je me suis dit, c'est le nouveau coach, c'est pour ça que je joue pas et tout ça. Mais en fin de compte, il faut accepter que c'est pas personnel, qu'il y a des nouveaux joueurs, etc. Et en fin de compte, j'ai toujours pensé depuis que je suis au Real que c'est une super personne et que c'est vraiment pas facile en fait. Pour ça que j'ai toujours dit que j'aurais du mal à être coach, juste pour ça. Parce que tu as ton ego et en plus, il faut gérer l'ego des autres joueurs et tout. C'est vraiment quelque chose de compliqué. Et, je me suis jamais assis avec lui en vrai pour savoir exactement comment il a vécu la saison, mais je l'ai vu avoir des hauts et des bas comme nous. J'ai vu des moments où sa tête elle était vraiment vers le bas, et alors que lui, bah, c'est le capitaine, quoi. C'est lui qui doit pas, c'est le capitaine du bateau. Il peut pas montrer un signe de faiblesse, etc. Et vraiment, voilà, il nous a envoyé jusqu'au bout sur ces playoffs et sur cette Euroleague. Et voilà, comme l'a dit Tavares, c'est le premier à s'être fait lyncher pendant toute l'année avec la presse, avec tout le monde. Mais quand vous dites vous, machin, c'est nous aussi. En tant que joueur, à un moment donné, on s'est dit, est-ce qu'il peut vraiment nous gérer, quoi. Et en fin de compte, il nous a prouvé le contraire. Et il a gagné énormément de respect envers les joueurs aussi.
Ouais, j'ai fermé un paquet de bouches auprès de la presse et des différents médias. Ah ouais, là, champion d'Europe, tu peux rien dire. Je me rappelle que Florentino, après le match, il a eu une interview justement en disant que à partir du moment où tu es champion d'Europe, plus personne ne peut rien dire. Tu as gagné le respect, c'est. Voilà, j'ai la coupe quoi. Donc là, tu arrives, tu as un nouveau titre avec le Real Madrid. Tu rêvais de jouer pour le Real. Rentrer dans ce club, c'est vraiment intégrer une famille prestigieuse, enfin une enseigne prestigieuse. Qu'est-ce que c'est cette culture de la gagne, de l'excellence? Comment ça se cultive à Madrid, cette image qu'on a du club? Euh, je pense que c'est petit à petit en fait. Il y a certains joueurs qui vont. Moi j'ai appris énormément en arrivant au club des Felipe Reyes. Enfin, il y avait déjà une équipe qui avait déjà gagné déjà. Si je ne me trompe pas, c'est 2015, qui gagne à Madrid, qui avait déjà été champion d'Europe. Ils avaient eu pas mal d'échecs avant en finale, ils avaient trébuché plusieurs fois. Mais c'est une équipe qui a gagné énormément de titres, que ce soit avec la sélection espagnole ou avec le Real. Donc j'ai énormément appris donc ça retrouve vraiment Felipe, Rudy, Liul, Jesse Carroll, parce que je défendais sur lui sur tous les entraînements. Donc en fait, quand je suis un peu arrivé sur les talons au Real Madrid. Je ne savais pas vraiment quel rôle j'allais avoir. Et pour moi, c'était le rêve de gamin, l'opportunité de ma carrière certainement. Et je ne voulais pas la laisser passer. Mais en même temps, j'arrivais pas en disant ça va être moi la star, quoi. Je veux dire, je voulais juste apporter quelque chose à l'équipe, que ça soit beaucoup de minutes, peu de minutes, que ça soit du scoring, de la défense, enfin quelque chose, quoi. Donc je suis rentré vraiment avec cette mentalité-là. Et je pense que la culture de la gagne, c'est une fois que tu as été entouré de ces gars-là dans les moments durs, en fait, c'est là que tu vois en fait vraiment le caractère et le tempérament de champion qu'ils ont, quoi. Combien de fois j'ai vu Liul après des matchs l'année dernière par exemple, pas cette saison, l'année d'avant avec Pablo, on avait eu un mois catastrophique. On perdait contre tout le monde. Je pense qu'on avait perdu 8 ou 9 matchs de rang, quelque chose qui n'était pas arrivé sur les 11 saisons de coaching de Pablo Lasso au Real. Et Liul, il doutait pas. Il était là, prochain match, prochain match. Enfin, je le voyais et j'étais là. Même là, hein, tu vois, ça faisait déjà 6 ans que je jouais avec lui et je me disais, mais il réalise pas que là, on joue mal, quoi. On joue mal. Et en fin de compte, non, c'est juste que les mecs, ils continuent. Avec l'Espagne, combien de fois je les ai vus l'année dernière, ils n'étaient pas favoris du tout. Ils arrivent, lui, il n'était pas là, mais avec Rudy et tout ça, mais je dis, tu vois, c'est des mecs, là où ils vont, ça gagne, en fait. Donc c'est vraiment pour moi, évidemment, le club, comme on dit au Real, le club est plus grand que n'importe quel joueur. Luka Doncic est parti, Felipe est parti, Campazzo, enfin moi j'ai vu des gars partir, c'est des superstars en Europe, mais d'ailleurs on a continué à gagner, on a trouvé notre manière de gagner. Mais il y a une colonne vertébrale de certaines personnes qui sont là dans le club, que ce soit des coachs, des dirigeants ou des joueurs qui font que tu rentres dans cette équipe avec seulement l'objectif de gagner. Moi, en 7 ans au Real, je ne regarde pas mes stats. Avant, je regardais toujours mes stats parce que je me disais, c'est ce qui va faire que je vais signer quelque part. Mais maintenant que j'ai mis un pied là où je voulais être, maintenant c'est qu'est-ce que je peux faire pour rester. Est-ce que c'est faire des stats? Ça va pas être ça. Parce qu'en fait, le Real, il n'a pas besoin de toi pour faire des stats. Il y a tellement de gars qui sont là pour faire plein de choses. En fait, ce qu'il faut, c'est que tu sois prêt. Prêt pour aider l'équipe d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, je peux me considérer comme un joueur qui, quand quelqu'un arrive au Real, il se tourne vers moi pour me demander ce qu'il faut faire et comment on en arrive à gagner, en fait, tout simplement. L'année dernière, quand Moussa est arrivé, on a eu beaucoup de conversations. C'est un gars qui a un talent incroyable, il a fini même dans le meilleur 5 de l'Euroleague, mais il lui manque encore des choses pour vraiment faire gagner son équipe sur les gros matchs. Et ça, il l'apprend et il va l'être, j'ai aucun doute là-dessus. Mais personne n'arrive en étant déjà prêt à ça, et je pense que ça, on l'apprend à chaque fois en rentrant dans ce club. Du coup, le Real, c'est un peu être maître ou grand maître sur Overwatch. C'est le petit rapport aux jeux vidéo. Tu as débloqué pas mal de trophées déjà avec ce club. Est-ce que malgré tout, il t'en reste en tête? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux encore accomplir avec le Real? Il reste une année de contrat. Ouais. Moi, je repars en fait avec l'idée qu'il y a 4 trophées à gagner. Hein. Ok, donc c'est en fait, je ne veux pas utiliser le terme c'est une année de plus parce que ça sonne comme si ouais, ça va le faire et comme ça. Non, c'est jour après jour, recommencer les mêmes routines. Enfin, même tu vois, pendant l'été, ma femme peut le dire, j'ai pas arrêté en fait. Je touche pas au ballon de basket de l'été presque, mais je fais de la muscu tous les jours ou je fais du yoga, je fais des trucs qui vont faire en sorte que je reste in shape et être prêt pour recommencer la saison. Mais c'est vrai que je suis bien. Là pour l'instant, je suis bien en vacances, mais d'un autre côté, si demain on devait reprendre, là c'est bon, je peux reprendre maintenant. Ça y est, je
je suis prêt, quoi. Je suis prêt à reprendre. Mais non, ça va être une année encore. La Supercopa, qui est un trophée pour plein de gens, ouais, c'est le trophée de la pré-saison. Ben non, moi, je veux le gagner. Je veux l'avoir chez moi dans ma vitrine, quoi. Et l'Euroleague, par exemple, je me dis toujours, il n'y a pas d'autres Français qu'on a trois. On est plusieurs à avoir deux, on est quatre, si je ne me trompe pas. Il y a Nando, Adrien, Moerman, Rodrigue Bobois et moi. Ouais, c'est ça, qui en ont deux. Je vais être le seul à avoir trois, quoi. Donc ça peut être, je me dis, j'ai une opportunité énorme de pouvoir en gagner une troisième. C'est très dur un back-to-back de le faire, mais pourquoi pas. Et justement, le fait qu'il y ait beaucoup de Français comme ça, donc il y a Vincent, Guerchon, il y avait Peter Conley. C'était cool d'avoir tous ces Français dans l'équipe, parce que pour nous c'était devenu le club français, qui avons du mal parfois avec les équipes espagnoles ou les joueurs espagnols, de par l'histoire. On s'est dit, punaise, le Real Madrid c'est autre chose maintenant, c'est une équipe française. Est-ce que c'était particulier cette année? Ouais, ça l'était. Les collègues espagnols pourraient en témoigner, ils nous appelaient la mafia française tout le temps. Après, c'est vrai, des fois, on se sentait à moitié mal parce qu'on était à table, on se mettait toujours tous les quatre, parce qu'on parlait, on parle fort, et il y a toujours des débats qui vont sur la table. À un moment donné, on se disait, est-ce qu'on va faire une chaîne YouTube ou un truc comme ça? Parce qu'on sortait des débats et on restait 2 heures à table. Hein. Les gars, ils partaient, on restait parler pendant 2 heures, mais sur tout et rien. On a passé des super moments ensemble. On a d'ailleurs toujours notre petite chat avec WhatsApp. Et c'est vrai que Peter a signé à Monaco maintenant, tu vois, mais on va rester en contact évidemment. Mais c'est vrai que c'est bien de pouvoir partager ça entre compatriotes. On avait Thomas l'année d'avant aussi. Donc ouais, pouvoir gagner cette Euroleague là avec Gershon. D'abord, on est voisins. Enfin, on a acheté des maisons, on est voisins. On est dans le même quartier tous les trois. Donc tout le temps faire des soirées jeux ensemble, s'inviter pour les anniversaires des enfants et tout ça. Donc on a vraiment créé une bonne communion entre nous et voilà, pourvu que ça dure, quoi. Pourvu que ça dure, parce que tu en es à plus de 400 matchs sous la tenue blanche. Ton père disait qu'il n'aurait jamais imaginé que tu puisses y faire carrière et que tu passes tant d'années. Mon père, je vais te couper, je suis désolé. Mon père, quand. Il n'a pas aimé que je dise ça, mais bon, c'est tant pis pour lui. Quand je sors de Bamberg, donc il y a maintenant 7 ans, j'ai une offre hyper alléchante du Bayern de Munich. On venait de les battre en demi-finale, j'avais été MVP des playoffs là-bas. Et il m'avait fait une offre de 3 ans très alléchante au niveau argent, etc. Et mon père a toujours aimé la discipline de l'Allemagne. Quand on est allé là-bas, il avait adoré aller à Bamberg, etc., la bouffe et tout. Et du coup, il y a l'offre du Real qui tombe, de 2 ans. Et il m'avait poussé à aller à Munich. Il voulait que j'aille à Munich. Il me disait, ouais, mais attends, au Real, il y a Jesse Carroll, il y a Rudy Fernandez, il y a Liul, est-ce que tu vas jouer, quoi? Et je lui ai dit, mais je dis, papa, c'est peut-être l'opportunité de ma vie, quoi. Et je lui ai dit comme ça, je lui ai dit, tu verras, je vais faire mon trou. Honnêtement, au fond de moi, je me disais, je vais le faire, parce que j'ai toujours réussi à le faire, sans être non plus trop confiant, tu vois. Mais je me suis dit, ah, pourquoi pas. Et en fin de compte, au jour d'aujourd'hui, il dit ça, il dit qu'il n'aurait jamais imaginé, mais sur le moment, il voulait m'envoyer à Munich. Hein. Faut pas oublier ça. Mais aujourd'hui, non, c'est le plus fier de tous. Il a été présent pour la plupart des titres et tout. Donc forcément, par rapport à ça, si tu pouvais, tu n'aurais rien à dire au jeune Fabien Causeur qui à l'époque fait ce choix de partir à Madrid, tu ne regrettes pas du tout? Non. Tu peux plus regretter. Pas avec 11 titres. J'ai 11 titres en 6 ans là-bas, enfin, impossible. 2 Euroleague, enfin, justement, je me rappelle de partager avec mes parents, parce qu'on a toujours regardé tous les matchs, que ce soit basket, Pro A. Le moins qu'on regardait, c'était la NBA. On regardait la Pro A, l'Euroleague, basket féminin, enfin, avec mes parents, c'était basket tout le temps. Et je me rappelle de regarder les playoffs, finale Euroleague. Moi, c'était mon rêve. Je me suis dit, non, je vais jamais arriver, mais mon rêve, c'est de pouvoir un jour jouer contre ces gars-là, quoi. Après, tu fais un pas, tu joues contre premier match à Cholet contre Juan Carlos Navarro. Enfin, c'est des trucs. Sur le moment, c'était waouh. D'ailleurs, j'avais pas été bon parce que j'avais été tellement intimidé de jouer contre un gars comme Juan Carlos. Enfin, c'était énorme. Et j'ai fini par jouer énormément de fois contre lui, contre des Spanoulis, contre des Liul, contre et avec. Enfin, et au jour d'aujourd'hui, il y a plein de gens qui me disent que je suis une des légendes du Real Madrid. Enfin, dans le basket, c'est énorme, quoi. Tu vois, c'est quelque chose d'incroyable. Justement, enfin, j'ai beaucoup fait de choix dans ma carrière qui ont été plus tournés vers où je me voyais plutôt que le côté financier. J'aurais pu gagner plus d'argent dans ma carrière, mais le prestige pour moi, c'est de pouvoir m'associer à être un gagnant, à avoir des titres, et que ça, personne ne pourra jamais l'enlever, quoi. Je veux dire, l'argent, il arrive. Évidemment, on ne va pas se dire c'est un business. Hein. Avant tout, il y a des fois, il y a des offres qui sont dures à refuser.
Mais quand ça a été, qu'on pouvait quand même regarder à côté, j'ai jamais douté à aller vers là où je pensais que mon développement et là où j'allais être le plus heureux, tout simplement. Voilà, je me suis toujours tourné vers ça. Et par rapport à cette expérience madrilène, quel est le meilleur conseil que tu as pu recevoir ou en tout cas, quelle est la personne qui a pu être la plus positive durant toutes ces années par rapport à ton développement? Oh, c'est une super question. Il y a eu plein de choses. Il y a eu plein de choses, mais je pense qu'à mon arrivée, Gustavo Ayón, que d'ailleurs j'ai pas mentionné, mais c'est pareil, une légende du Real. Euh, le deuxième match qu'on joue, c'est à Bilbao. Et en fait, c'était un super passeur. En fait, c'était notre deuxième meneur sur le terrain. Souvent, quand il y avait des trappes, on lui donnait la balle et c'est lui qui distribuait à droite à gauche, etc. Et je me rappelle qu'à un moment donné, je lui donnais une coupe au lieu de rester dans le corner. Donc en fait, il a fait une passe aveugle, il a balancé au public. Sur le temps mort, on s'est embrouillé parce qu'il est venu m'embrouiller. Et c'est vrai que moi, je me laisse pas marcher sur les pieds si je pense que j'ai pas fait une erreur. Donc on s'est un peu embrouillé. Et en fin de compte, sur ce moment-là, on ne s'est plus parlé pendant le match, etc. Et l'entraînement d'après, il est venu me prendre comme ça. Il me dit Fabien et tout, on t'a ramené parce que tu es, un super joueur. Il me dit sois toi-même et tout ça. Il me dit écoute, l'autre jour, je suis désolé pour ce qui s'est passé, etc. Et en fin de compte, à partir de là, on a créé une super relation en tant que partenaire, en tant qu'ami. Et lui, il m'a toujours pris sous le bras, me dire pendant les matchs écoute, c'est pour ça que tu es là, c'est pour ça qu'on a besoin de toi maintenant. Et moi, tu me dis ça. Vas-y, c'est parti, quoi. On y va. Des fois, hein, c'est juste une tape sur la fesse, une tape dans le dos que tu as besoin d'un coéquipier ou d'un coach pour faire que ton match il va changer. Et c'est vrai que ce genre de choses, moi, m'a vraiment aidé. Mais d'ailleurs, Tchous, en tant qu'assistant, plusieurs fois, est venu me voir. Il m'a dit Fab, on a besoin de toi, là. Tu nous as sorti de ces situations combien de fois et tout. Et c'est vrai que je me suis toujours sorti important quand l'équipe ne jouait pas bien et que j'étais sur le banc. Je me suis dit, bon, là, je vais rentrer et je vais changer le truc, quoi. Sans être prétentieux, mais c'est un peu ce que j'ai toujours fait. Et voilà, je pense que c'est des conseils comme ça. Ou sinon, la chambre que j'ai partagée avec Luka Doncic l'année où j'étais avec lui, j'ai appris énormément d'un gamin de 18 ans, quoi. Alors que tu penses qu'à moi j'avais 31 et lui en avait 18, mais on parlait énormément de basket, etc. Et je pense que le gamin en savait plus que moi à 18 ans, alors qu'il avait joué 10 fois moins de matchs que moi, quoi. C'est juste que c'est un génie, quoi. Mais pas juste sur son talent, c'est la façon qu'il voyait le basket. C'est que il te disait non, non, mais là, si à ce moment-là, il sort, là, il faut que tu regardes à l'opposé. Et il a raison, le gars. Il avait raison, le gamin. C'est des choses comme ça qui ont fait que je me suis amélioré en tant que joueur, tout simplement. Alors on va peut-être pas passer sur l'équipe de France, même si j'imagine que tu suis un peu la compétition. Qu'est-ce que tu penses de la formation à la française? Alors on sait que vous avez fait avec les U18, vous faites le doublé Euroleague cette année. Et là l'Espagne encore. Alors hormis chez les filles, les U20 qui ont perdu là il y a quelques jours. Oui. Qu'est-ce qui fait que, peut-être par rapport à une formation française, on va peut-être privilégier les qualités athlétiques et peut-être en Espagne on est plus sur une culture, un QI basket. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la préparation à la française, en quelque sorte? Enfin, on a énormément de joueurs. Je pense que même l'Espagne, on est jaloux, hein. À chaque année, il y a toujours un nouveau joueur, ou deux nouveaux joueurs qui arrivent en Espagne. Et Rudy Fernandez, qui en fait ne suit pas spécialement les autres championnats, se retourne, il fait mais vient d'où lui? Parce qu'il voit les highlights et il se dit, il voit le gars jouer, dunk, shoot, vraiment très bon. Et il se dit, mais vient d'où encore lui? Enfin, je me rappelle la première année que Rodrigue était arrivé Beaubois à Vitoria. Il y avait eu Banjassi qui était à Andorre. Enfin, des mecs super athlétiques et qui ont fait des bonnes saisons en Espagne et tout ça. Et il disait, mais combien de joueurs vous avez? Je dis, ouais, il y en a plein, hein. Il y en a plein. Et moi, je pense qu'il y en a plein qui ne sont pas exploités. Du fait qu'il y ait beaucoup d'Américains qui soient en France et qui prennent le temps de jeu de jeunes qui devraient pouvoir exploser en France. Après, je pense que c'est pour ça que beaucoup de joueurs après s'expatrient parce qu'ils n'ont pas spécialement le temps de jeu désiré en France et dès qu'ils ont l'opportunité, ils partent. Que ce soit en NBA ou en Europe. Il y a côté financier que je comprends tout à fait. Moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai voulu connaître le championnat espagnol, mais c'est vrai que l'argent suivait aussi. Donc voilà, j'ai pas réfléchi à deux fois en sortant de Cholet à partir à l'étranger. Mais je pense que l'un ramènera à l'autre. Et surtout qu'au jour d'aujourd'hui, on a des équipes comme l'Asvel, comme Monaco qui ont de l'argent, qui peuvent garder ces joueurs-là ou faire revenir des joueurs comme j'ai vu là, Timothée Luwawu qui va revenir. Je crois que Franck a signé en Hornet, mais il parlait de lui à un moment donné, par exemple. Mais voilà, c'est une question qui est vraiment difficile à répondre dans le sens où on a beaucoup de succès déjà,
Mais je pense que oui, on est plus tourné beaucoup plus vers la NBA que l'Espagne, qui est plus tourné, comme tu dis, dans la formation, beaucoup plus les jeux de passe, les appuis, moins vers le côté athlétique, on va dire, beaucoup plus technique, que ça soit individuellement et collectivement. Il y a beaucoup plus de jeux de passes en Espagne. Quand je regarde jouer par exemple l'équipe du Real, ils ont déjà des systèmes de pro. Moi je me rappelle qu'en Espoir, on avait des systèmes, mais c'était pas aussi léché que eux. Quand je les vois jouer à mon âge, on n'était pas aussi bon tout simplement. Vous avez une entente avec eux, enfin vous communiquez, vous vous Ouais. régulièrement ensemble, il y a un groupe élargi on va dire avec les U20 Exactement, surtout en pré-saison. Cette année peut-être un peu moins parce qu'il y en a beaucoup, on n'a pas tant que ça de joueurs à la Coupe du Monde, mais l'année dernière on avait presque tout le monde qui était ou en championnat d'Europe, championnat Amérique latine, etc. Donc on avait presque personne. Et en fin de compte on a six jeunes qui sont montés avec nous. C'était hyper intéressant et on a tous halluciné. Bah, d'ailleurs Peter qui était avec moi pendant la pré-saison, on disait mais ces gamins ils sont prêts à être pros. Ils venaient avec nous, ils rentraient dans l'équipe, donc ils rentraient dans le système, etc. Donc ils étaient vraiment épaulés, que ce soit par les joueurs ou par les coachs. Et ensuite, on faisait des matchs amicaux contre des Malaga, on a joué même contre Kaunas, un tournoi en Espagne. Et les gamins, ils étaient prêts. Ils jouaient sans peur, ils prenaient des responsabilités, ils n'avaient vraiment pas des lacunes, évidemment, ils en avaient, ils faisaient des bêtises comme tout jeunes de leur âge font. Mais honnêtement, c'était assez bluffant. C'était assez bluffant à ce niveau-là. Et donc, toi, l'idée, tu en avais parlé, de passer ton diplôme, alors peut-être pas être simplement coach, mais travailler à la fois aussi sur la préparation mentale, c'est toujours d'actualité pour toi? Ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je me suis inscrit donc pour passer les premiers licences de coach, etc. Je pense les faire pendant l'année prochaine, faire petit à petit, parce que évidemment avec le calendrier qu'on a et tout ça, mais c'est quelque chose qui m'intéresse et que je vais avoir fini avant de prendre ma retraite, pour que ça soit en fait une option. Je ne sais pas exactement ce que je veux faire encore, mais c'est vrai que j'aimerais être proche d'une équipe. Si ça peut être le Real, évidemment, c'est l'idéal, mais j'aimerais être entre eux, les jeunes, entre la formation des jeunes et l'équipe pro en fait. Je pense que même si c'est des gamins qui sont prêts et tout ça, c'est vrai que quand ils sont avec nous, je me rends compte, je leur dis mais en fait vous travaillez pas assez, vous êtes mal habitués en fait. Oui. C'est qu'ils sont dans un cocon avec le Real où en fait ils sont dans le centre sportif, donc ils ont une chambre avec télé, PlayStation, ils ont tout ce qu'il faut. Enfin, c'est impressionnant le centre qu'ils ont, honnêtement. Et en fait, ils se rendent compte quand ils partent qu'ils vont dans une autre équipe, ils prennent un mur. Il n'y a plus personne qui prend leurs chaussures, il n'y a plus personne qui fait qui lave leurs trucs, qui sont dans leur appart. Enfin, c'est vraiment comme s'ils sortaient de chez leurs parents en fait. Oui. Et moi, j'aimerais justement bah, voilà, qu'ils fassent l'entraînement le matin, etc. Et les prendre individuellement l'après-midi pour les faire travailler sur leurs lacunes ou sur des situations de match, parce que je pense toujours qu'il faut plus travailler une situation de match en fonction du système de jeu de ton coach, de ton équipe, vraiment pour te mettre dans les meilleures situations et te mettre en confiance justement pour performer à ce moment-là. Et ça, je suis persuadé qu'il y a quelque chose à faire avec les jeunes ou même avec les pros, avec les joueurs qui soient blessés, parce que on est de plus en plus proche de la NBA où on essaie de ne pas forcer, du moins en Real, pas forcer les joueurs à revenir dès qu'on voit qu'ils courent en fait. Parce Oui. qu'à l'époque, c'était ils courent et c'est bon, ils peuvent jouer. Sauf que tu as des rechutes, etc. Maintenant, nous, on essaie de prendre 4, 5 jours, une semaine de plus pour que ces mecs-là rentrent en rythme, ils puissent s'entraîner avec l'équipe ou individuellement si le calendrier est trop chargé. Et là, je pense qu'une personne comme ça qui puisse aider à mettre dans des situations où à faire des 2 contre 2 avec des jeunes et tout ça, c'est quelque chose qui puisse aider. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Plutôt en Espagne du coup? Ouais, honnêtement, et si ça peut être à Madrid, vraiment, enfin, moi j'ai acheté une maison là-bas, ma femme est de là-bas. J'adore tout ce qui est en Espagne, la qualité de vie, le soleil. Enfin, voilà, je pense qu'une fois que tu as touché un peu à ça, c'est dur de revenir en arrière, mais je ferme pas les portes à d'autres choses. On approche gentiment de la fin. Si jamais tu devais pousser un bouton restart, vers quoi tu te dirigerais? Est-ce que ce serait toujours le sport, un autre sport pro, en étant pro? Est-ce est-ce que tu te verrais faire autre chose que du basket? Alors c'est compliqué parce qu'avec la compétition que tu as pu avoir. En fait, c'est ce que j'allais te dire. Je dis non, mais ça, je serais trop triste d'appuyer Est-ce sur que le bouton parmi les restart. choses que tu peux observer autour de toi, est-ce quelque chose que tu aurais aimé faire aussi? Honnêtement, je me sens tellement chanceux et tellement Comblé. comblé, ouais, comme tu dis, évidemment, il y a beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices derrière tout ça, mais c'est vrai que d'un côté, je suis loin de ma famille, je les vois pas souvent et tout ça, mais en fait, je pourrais pas. Enfin, si, évidemment, on peut toujours appuyer sur le bouton et partir ailleurs, mais en fait, il y a rien qui me colle plus à la peau que ce que j'ai fait. Peut-être
allez, si je vais te dire un truc quand même. Euh, Tu vois, ce que je t'ai dit avant, le moment où je me regardais dans le miroir et que je me disais je suis pas un joueur fait à NBA, peut-être que j'aurais dû me dire Fab, tu peux y arriver en fait, tu peux arriver en NBA. Peut-être que derrière j'aurais trébuché et je ne serais pas arrivé à faire la carrière que je fais aujourd'hui, mais je trouve qu'aujourd'hui les portes sont tellement plus ouvertes qu'il y a quelques années. Je pense que l'époque aussi est différente, mais je vois tellement de joueurs qui arrivent à être en NBA, à avoir un rôle et je me dis bah, il n'est pas meilleur que moi en fait, mais c'est juste qu'il a des qualités différentes et que peut-être ça colle plus au jeu. Mais peut-être qu'à ce moment-là où je me suis regardé dans le miroir et me dire ouais non c'est pas fait pour toi, ce qui est fait pour toi c'est le basket européen, peut-être que j'aurais dû ne pas me fermer sur ça et être un peu moins terre à terre on va dire. On va faire comme une petite actualité. On a vu que le Real a été plutôt calme cette intersaison. Donc Facundo Campazzo revient à la maison, tu l'avais connu dès le début avec Ouais, en on arrive. 2017. Ils ont re-signé une bonne partie des joueurs, mais à côté de ça, tu as Zvezda, le Pana, qui sont Le Pana, ouais. durs. Barcelone, c'est hyper intéressant, ça change un peu d'image, de forme. Comment tu vis cette période donc toi tu es en mode préparation et tu n'es pas à reprendre dès demain s'il faut, mais comment tu vis cette période? Est-ce que tu regardes les transferts? Est-ce que tu es attentif à tout ça? Est-ce que tu te dis, oh punaise, on va chier l'année prochaine avec eux? Comment tu te prépares pour cette nouvelle saison? Il y a un peu de tout ce que tu as dit, hein. Mais je pense que c'est le mercato le plus intéressant qu'il y a eu depuis des années. Et ma femme elle me le dit, hein, parce que ma femme, avant elle ne suivait pas du tout le basket, je l'ai rencontrée, elle n'avait jamais vu un match de basket. Et cet été, en fait, elle regarde Instagram et tout ça, et elle suit évidemment Euroleague, Eurohoops, etc. D'ailleurs, elle me suit aussi. Et elle m'a dit, mais attends, mais cette année, ce qui se passe cet été, on sort les popcorn, quoi. Je veux dire, Sloukas au Pana, Mirotic qui part à Milan. Enfin, il s'est passé énormément de choses pendant l'été. Donc évidemment, oui, on a tout suivi. Et comme tu dis, on sait qu'on va en chier contre certaines équipes. Mais j'ai toujours, par exemple, le Pana, j'attends de voir. Même si l'effectif est... Il va falloir que ça clique. C'est beaucoup de changements en une année. Je pense que ça colle un peu à la peau aux propriétaires de faire un changement comme ça. Mais voilà, après c'est des joueurs avec beaucoup d'expérience. Il y a des joueurs qui ont gagné là-dedans. Soukas par exemple. Mais ouais, j'attends de voir. Je pense que la continuité dans une équipe, c'est quelque chose qui est primordial pour les résultats. Je pense que l'un va avec l'autre. Maintenant, ça va aussi dépendre du coaching. Par exemple, je sais que quand Obradovic est arrivé au Fener, il y a tout de suite eu du résultat. Mais il n'y a qu'un Obradovic en Europe. Donc bon, à voir. Ça va être intéressant. Ça va être une saison comme l'année dernière. L'année dernière, je pense que ça a été la saison la plus intéressante qu'il y a en Euroleague. Jusqu'au dernier match de saison régulière, on ne savait pas qui était en play-off, on ne savait pas qui allait se croiser. C'était super intéressant. Je me rappelle qu'à un moment donné, on était 5 ex-aequo en premier, à Noël, je crois, vers là. Enfin, ça n'avait jamais été aussi long. Et ouais, non, on a hâte, même si on sait qu'il y a des kilomètres qui sont passés, donc il va falloir lancer la machine. J'ai mes potes, ils me disent tous les ans pareil, ils me disent ouais, de toute façon, toi, on te parle en décembre, janvier, non? Parce que toujours, il faut un peu de temps avant de se mettre en route. Mais ouais, hyper intéressant, évidemment, je suis tout. Je suis accro au basket, c'est pour ça qu'à l'après-carrière, je ne me vois pas non plus faire quelque chose loin du basket, et surtout que je pense que j'ai beaucoup de choses à partager à la prochaine génération, que ce soit la prochaine génération ou des gens qui sont déjà dans le milieu. Enfin, voilà. Je pense que j'ai quelque chose à partager et j'aime parler de basket, donc c'est quelque chose qui me plaît. Voilà. Et le play-in du coup? Pour, contre, pas d'avis? Joker? En fait, je trouve que c'est pas, je sais pas si c'est la bonne année, dans le sens où cette année justement, on a vu qu'il n'y avait pas spécialement besoin, tellement la compétition est serrée en fait. Autant NBA, quand ils ont fait ça la première fois, je me suis dit c'est n'importe quoi et en fin de compte j'aime le concept, mais je pense que il y a plus de 30 matchs pour faire un classement. Je pense que j'ai toujours pensé que ça suffit, mais je peux le comprendre pour l'intérêt des médias, l'intérêt des fans. Je veux dire, aujourd'hui, tu es fan de basket, tu en as pour ton argent, quoi. Je veux dire, mais en tant que joueur, je sais pas. Je suis pas spécialement pour l'instant. Okay. On a presque fini. Alors, on aime le challenge, nous, chez The Upset. Et on était ultra content du coup de t'avoir avec nous. Et ça a été ça a été compliqué. Pas de ton point de vue, mais c'est parce qu'il y a des joueurs qui sont plus ou moins accessibles, il y a des clubs qui répondent plus ou moins. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le Real Madrid rappelle des petits gens comme nous. Et ça, c'est incroyable, ça a été une expérience incroyable. Ouais. Ils ont toujours pris le temps, c'est pour ça qu'on voulait le faire aussi, c'est mettre en avant cette richesse de club. Si tu voulais en apprendre plus sur quelqu'un, alors on ne veut pas de 06, on ne veut pas de contact directement, vers qui on devrait se tourner?
joueur français, joueur Si on veut étranger. en savoir sur moi. Pour nous, pour aller interroger la prochaine interview qu'on pourrait faire, Ah. vers qui tu voudrais qu'on aille vers qui Que on ce soit pourrait français ou aller. étranger. Peu importe. On aime les challenges. T'aimes les challenges? Et je Bah. pense que ça peut plaire hein, aux Français. Allez, Ah, Rudy Fernandez. ça serait incroyable. Ça serait énorme, dans le sens où c'est devenu un petit canard en France, on va pas se mentir. Je veux dire, il est mal aimé par rapport à tout ce qui s'est passé avec l'équipe nationale. Mais je pense que si il va prendre sa retraite l'année prochaine, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a gagné, enfin à chaque fois que je gagne un titre, il y a toujours quelqu'un sur Twitter qui met causeur champion d'Espagne, 3 Ligas, 2 de Corée. Donc tu te dis putain j'en ai gagné un paquet quand même. Et t'as l'autre qui arrive, il met Rudy Fernandez en dessous, ça fait une ligne chaque truc. Je crois que t'as 10 Super Copa, 10 Copa del Rey, enfin 3 Euroleague, champion du monde 2 fois. C'est impressionnant. Et c'est ces joueurs pas grand chose qui remplissent là-bas aux États-Unis. C'est vrai. Quand ils sortent des JO là, de niveau des Américains, même peut-être même au-dessus. Ouais, quand il y a la finale, tu veux dire aux JO, ouais, c'est ça. Ouais, il était. Ah, c'est un compétiteur comme personne en fait. C'est ça en fait qu'il faut savoir sur Rudy, c'est que tous les gestes, tous les trucs un peu sales, ou quand il regarde le gars, même s'il est par terre, c'est de la compétition. Rudy, c'est pas le gars, c'est pas un super bosseur, c'est pas ce gars-là. C'est quand il arrive sur le terrain, il vient mordre en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut admirer aussi de ces joueurs-là. Autant tous les gens qui le détestent aujourd'hui, il l'aurait dans son équipe, il l'admirerait. Il dirait, il fait des trucs sales, mais on gagne. Donc, il faut avoir un gars comme ça dans ton équipe. Et honnêtement, à côté de ça, moi, je peux dire que des bonnes choses de Rudy en tant que personne. Il m'a laissé sa maison à Mallorca pendant une semaine avec ma femme. Enfin, c'est quelqu'un de super généreux, c'est un super papa. Enfin, c'est une super personne, mais c'est vrai mais je peux comprendre. J'ai été avec l'équipe de France à jouer contre lui et détester aussi. Mais je pense que c'est quelqu'un qui pourrait apprendre beaucoup de choses. Après, si c'est pas faisable et qu'il n'est pas atteignable sur un Français. Attends, laisse-moi réfléchir. Je vais pas dire Tony. Mais je dirais sur Nando. Nando, ça peut être super intéressant aussi. C'est quelqu'un qui est calme. Il peut paraître renfermé, mais en fin de compte, il sait énormément de choses. Et voilà, basket européen, Nando. Oui, c'est ça. Moi, j'ai toujours. C'est le joueur. D'ailleurs, cette année, on a fini le match et je lui ai demandé son maillot. Je lui ai dit Nando, passe-moi ton maillot. Il sait certainement pas pourquoi, mais c'est parce que c'est le genre de gars, certainement le français qui m'a motivé à travailler en fait. J'ai toujours été et je serai toujours un ou deux ou trois pas derrière lui. Mais c'est le gars qui m'a fait élever mon niveau de jeu à chaque fois. Et je suis persuadé qu'il sait que quand je joue contre lui, je suis super motivé parce qu'à chaque fois, j'essaie de bien jouer contre lui parce que c'est un gars qui me motive. Et voilà, quoi. Ouais, Nando, ça peut être super intéressant. Super. Ça sera peut-être plus simple que Rudy quand même. Allez, la dernière, c'est la tradition chez nous. Tu dois composer un 5 majeur en t'incluant dedans. Des joueurs avec qui tu as aimé jouer, avec qui tu aimes jouer. Il n'y a pas de... Ça peut être des joueurs de Cholet, ça peut être... l'idée, c'est de faire ton 5 majeur all-time. Alors, il y a des interviews qu'on a fait où ils ont fait carrément le roster, ils doublaient les postes. Mais au moins un 5 majeur, toi dedans. Ton 5 all-time, si on peut dire. Alors, peut-être pas les Jordan ou... Oui, avec des des gens gens que tu as croisés, avec qui tu as joué, contre qui tu as joué. Contre qui j'ai joué. Des gens, si tu devais faire ton 5 majeur. Donc ça va être un peu mon 5 majeur all-time si c'est des gars contre qui j'ai joué. Ah mais moi je me mets pas dedans, t'es fou. Je vais jamais, je mérite pas d'être dedans. Tu pars à la guerre, tu pars chercher une nouvelle à ta troisième Euroleague. Ok. Tu prends qui dans l'équipe? Bon, meneur, Tony Parker. Backup, Luka Doncic. Non, backup, Campazzo. En arrière, donc je me mets moi. Oh là là. Je suis entre Liul. Ouais, je mets Liul. Poste 3. Attends, je vais aller au poste 5 d'abord. C'est le plus simple. Pau Gasol. J'ai joué contre lui. Donc, j'ai joué contre lui quand il était avec l'Espagne et j'ai joué avec Barcelone l'année d'avant. Poste 4. Boris Diaw. Et Nocioni derrière, en backup. Nocioni, c'est les couilles. Donc tous les jours je le prends. En poste 3, je vais mettre Rudy Fernandez et je vais mettre Luka Doncic là. Il peut jouer un peu sur 1, 2, 3, donc je le mettrai là. Luka Doncic.
Ouais, j'ai oublié du monde, c'est sûr. Alors, poste 5, je vais le doubler avec Gustavo Ayón pour la petite histoire que je t'ai dit. Et voilà, ça y est, le poste 4. Ah non, poste 4, j'ai dit Boris et un deuxième poste 4. Oh. Ouais, il y en a un paquet. Ah, j'ai pris trop. Ah, je rigole trop avec Gershon. Allez. Je rigole trop avec Gershon. Cool, super. Écoute, c'est tout bon pour moi. Merci beaucoup. Avec C'est plaisir. top de pouvoir partager, de pouvoir aboutir à ça, de croiser. Merci à vous d'être venu ici. Champion, on va pas se plaindre. Hein. On est du coin. Ça a permis de faire des petites vacances, de profiter, de faire du tourisme. Et puis là, on va aller faire un petit tour à la plage gentiment pour finir tout ça. Voilà, que les gens sachent que de temps en temps il fait beau. Je vais pas mentir, hein, on a eu des jours de flotte, mais là on va avoir du beau temps pendant On a les quelques 4 jours. saisons dans la même journée, C'est du vent, ça. de la pluie. C'est ça. Mais on aime la Bretagne pour ça. Merci beaucoup. Puis Merci à vous. on sait maintenant quoi c'était pour la saison prochaine. 4 titres, Quelques titres. 4 titres ou rien. Non, honnêtement, ouais, j'espère. Là je suis à 11 sur 6 ans, donc presque 2 par saison. On va essayer d'en prendre 2 l'année prochaine encore, ce serait bien. Mais je pense qu'on aura l'opportunité. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Merci, merci.